constituera un nid d'informations indispensable à l'atteinte d'un de nos objectifs les plus précieux, l'obtention de RVPO ici en territoire de l'Europe de l'Est. Merci pour votre présence. Merci à M. Claude François et je vous souhaite de passer une excellente conférence. D'accord. Merci. Je dis encore vraiment merci. Je dis merci. Pourquoi? C'est beaucoup de coïncidences là. Merde. Aïe, aïe, aïe. Merde. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je dis d'abord merci au jeune homme qui... il y a un jeune homme là, votre chargé de la com, toutes ces choses-là. Il est formidable. Et je pense que c'est quelqu'un à encourager, à féliciter dans sa fonction. Je ne le connais pas personnellement puisque je peux vous garantir même le nom, je n'ai pas en tête. Mais je connais quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Donc, du coup, quand il m'a contacté, il m'a juste dit, on m'a demandé, bon, en partie, je vais revenir. Il faudrait que j'avance parce que le temps aussi nous est imparti. Mais déjà, président, c'est avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'honneur que je m'engage vraiment pour pouvoir apporter à notre communauté quelque chose, parce que c'est très important. C'est vrai, peut-être avec le temps, on entrera, quand je dis avec le temps, peut-être d'autres conférences, on entrera parce que en matière de documents en Fédération de Russie, la liste, elle est très longue. La liste, elle est très longue. Et c'est une base. Parler du RVPO, c'est une base. Parce que si on parle du RVPO, j'entre dans le sujet. C'est un truc qui apparaît, qui est nouveau, qui est né le 1er janvier 2023. Donc, il est tout basique, en fait. Et avant même d'entrer, les premières questions que quelqu'un doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive là? Pourquoi est-ce que la loi de la Fédération de Russie nous sort aujourd'hui? Parce qu'il faut d'abord mettre quelque chose dans la tête de nos frères, c'est qu'il existe deux types, ne pas confondre RVPO et RVPO. Ça veut dire quoi? RVPO, c'est le permis de résidence qui est à la fois étudiant. Il faut le mettre. Maintenant, c'est vrai que dans le RVPO, ça inclut aussi notre catégorie de personnes, c'est-à-dire que les personnes qui ont été dans l'ancienne Union soviétique, les personnes, bon, on entrera dans ce côté. Là, je veux d'abord globaliser pour que certains comprennent là où on se situe avec ce RVPO. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, monsieur Claude François, je vais vous laisser vous donner la parole, je vais éteindre ma caméra. Et puis, on va permettre à la modératrice de pouvoir lancer la conférence. Ok. Merci beaucoup, monsieur Claude François. Je vous souhaite une excellente conférence. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Je vais vous représenter comme vous-même vous êtes déjà présenté. Je vais suivre l'ordre. Non, il faudrait. Bon. Voilà. Où je vais aussi me présenter. Parce que je vous présente et vous allez vous représenter. Ça serait intéressant. Okay. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on se retrouve pour un thème très important qui est le RVPO, qui est un permis de séjour entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Et qui peut avoir le RVPO? Et les papiers à fournir seront éclairés par notre éminent et très cher conférencier, M. François Claude. Merci. Je vous passe la parole. Merci. Bonsoir. Bonne conférence à vous. D'accord, merci. Bonsoir à la communauté. Moi, c'est Claude François. Parler de mes origines, je suis mixte parce que je suis à la fois gabonais, j'ai toute une communauté gabonaise et à la fois je suis camerounais. Donc, le mot ou alors le nom docteur provient déjà de la fonction de médecine, mais parler de ma fonction quand je me dis docteur, c'est ne pas se limiter parce que à la fois je suis dans le juridique aussi en Fédération de Russie
et je suis dans le social pour la communauté, pour apporter un plus à notre communauté africaine. Et je suis un peu celui-là qui milite beaucoup plus pour les sans-voix. Quand je dis sans-voix, c'est pas forcément celui qui, comment dirais-je, qui est le plus démuni, mais celui-là qui n'a pas la capacité ou l'aimabilité de pouvoir se promouvoir. Donc, je suis aussi celui-là. Donc, et aussi pour des conférences pareilles, je le fais au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas dernièrement, le 1er octobre, j'ai tenu moi-même une conférence physique à Moscou, auquel nous avons rassemblé un certain nombre d'Africains, proprement dit, pour parler de certain nombre de questions. La question du travail, la question de la documentation, c'est-à-dire la réglementation de la documentation. Et ça rentre dans tout ça. On va même, parce que le mal, il est profond. C'est vrai que je quitte du RVPO, mais le mal, il est profond. Quel est ce mal? Le mal, c'est aujourd'hui, les statistiques prouvent que sur les 1,5 million d'Africains en Fédération de Russie, on ne peut que se retrouver avec au moins 400 qui ont des documents. Ça, c'est la réalité, en fait. Maintenant, qu'allons-nous faire de nos frères qui sont à côté de nous? Oh, je n'ai pas ceci. On fait comment? Qu'est-ce que le président, parce que ça, c'est le rôle du président, qu'est-ce que le président peut apporter à sa communauté dans ce sens? Parce que c'est un élément essentiel pour pouvoir dire qu'on est aux côtés de vous. Donc, aujourd'hui, dans le même sens, parler du RVPO, je suis très content aussi. Pourquoi? Parce que c'est aussi une genèse pour nos frères étudiants de ne pas se laisser, parce que il y a un piège à l'intérieur, en même temps dans ce RVPO, en même temps pour ceux qui veulent, après avoir le diplôme, résider. En fait, le RVPO, c'est une loi déjà qui a été adoptée, vous allez m'excuser, hein, c'est une loi qui a été adoptée, je crois c'est le 14 juillet 2022 et qui a pris effet. Parce qu'il faut savoir comment ça se passe à la Douma. À la Douma, on fait la première lecture, la deuxième lecture, la troisième. Lorsque la troisième lecture, on adopte le texte, en fait. Donc, c'est une loi qui a été adoptée. Le premier, c'est-à-dire, parce que il faut savoir, il y a plusieurs lois depuis le 26 octobre. Ce 26 octobre, ceux qui savent, il y a plusieurs lois qui ont changé, tellement. On en reviendra peut-être dans d'autres choses. Maintenant, pour rester sur notre contexte, c'est une loi qui a été adoptée le 1er janvier. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à voir le RVPO et le RVP? Parce que ne pas confondre les deux. Donc, le RVP, c'est le permis de résidence tout court, et le RVPO, c'est le permis de résidence d'études. Il faut bien mettre son contexte. Quand je dis d'études, c'est pour que celui qui veut le faire doit d'abord réfléchir et savoir s'il est légitime à le faire. Maintenant, je préfère entrer sur les conditions. La première condition, je vais parler pour que nos frères comprennent que ça, je peux conseiller mon frère parce que ça ne m'appartient plus. La première condition pour faire ce RVPO, première condition, selon la loi, c'est être étudiant en fédération de Russie. Deuxième condition, tu ne dois pas seulement être étudiant, tu dois être étudiant dans une université d'État. Troisième condition, tu ne dois pas seulement être étudiant dans une université d'État, tu dois être étudiant dans une université d'État et tu fais les cours en temps plein. C'est-à-dire, si moi, je m'appelle Claude, je étudie à Oriol et que je fais les cours je fais les cours du soir en ligne, je ne sais pas, un truc comme ça. C'est pour dire clairement que ça ne m'appartient plus. Je ne peux pas le faire. Ça, c'est les premiers éléments à savoir. Avant qu'on entre sur la documentation, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, c'est les premières des choses parce que c'est là l'élément central.
Avant qu'on entre sur les avantages, déjà, ça n'a pas d'inconvénient. Avant qu'on entre sur les avantages. Maintenant, lorsque je dis ceci, chacun doit déjà pouvoir savoir s'il est légitime à le faire, à faire ce document. Entrer sur les avantages de ce document, c'est revenir sur les anciens, c'est-à-dire que les avantages de celui qui fait le RVPO. Pourquoi il est nécessaire? Pourquoi est-ce que le président le président aujourd'hui demande qu'on fasse cette conférence sur le RVPO? Il est nécessaire pour un étudiant qui étudie en temps plein de faire le RVPO. Pourquoi? Parce que dans la législation de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en réalité que lorsque on obtient notre diplôme, je prends pour le cas de ceux qui font médecine, ou alors ceux qui sont dans des programmes d'aviation, je ne sais pas de quoi. Prenons peut-être le cas de quelqu'un qui fait médecine. Lorsqu'il termine ses études, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que lorsqu'il termine ses études, il a deux variantes. Première variante, on demande à un monsieur là de couper sa caméra, je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai suivi Nestor. Ah, ok. Première variante, il a deux variantes. La première qu'il doit avoir, c'est soit concernant son document, c'est-à-dire lorsqu'il obtient son diplôme, il a deux variantes. Première variante, que faire? Ça, c'est la réelle question qui trotte, comme on peut dire, depuis des siècles et des générations. Que faire après mon diplôme en Fédération de Russie? Raison pour laquelle la notion de ce RVPO intervient. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la capacité et le savoir pour avoir pied partout, pour avoir le diplôme rouge. Krasny diplôme, personne. Bon, certains en ont. Maintenant, si on est dans la base d'où tout le monde n'a pas cette force ou cette intelligence de l'avoir, d'où les Russes viennent nous proposer qu'il y a un RVPO en dessous qui va te permettre d'obtenir quelque chose. Donc, maintenant, je prends les étudiants qui ont obtenu, je prends tous ces étudiants qui ont obtenu le diplôme vert. Pourquoi est-ce que vous devez le faire avant? On doit faire un RVPO. Pourquoi? Parce que c'est un permis de résidence pour études. Une fois que vous l'avez fait, vous allez toujours continuer. On peut toujours vous demander de faire l'enregistrement. L'enregistrement que vous faites, je ne sais pas, peu importe. C'est vrai que ça, c'était des questions dont on va entrer sur ça. Vous allez toujours le faire. Mais pourquoi est-ce que vous devez le faire? Vous devez le faire parce que une fois que vous allez obtenir votre diplôme, vous êtes déjà dans la notion de la base. La notion de la base veut dire ceux qui connaissent la transition, comment ça se passe, la transition universitaire. Vous terminez un cycle qui est, j'ai fini, j'ai eu mon diplôme médecine 6 ans, et puis je ne veux pas, par exemple, je ne veux pas me spécialiser, mais je compte boulot, comme disent les Africains, je compte travailler pour pouvoir d'abord attendre. D'autres peuvent dire que bon, avec mon diplôme, si je veux pas, je vais d'abord un peu attendre et tout, parce que si je veux me spécialiser, la scolarité, c'est peut-être le triple, donc je suis pas prêt. Maintenant, le RVPO là donne la possibilité à ce dernier de dire que tu dois obtenir une résidence permanente, temporaire. Tu dois l'obtenir. Maintenant, cette résidence, comment est-ce que tu dois l'obtenir? En fait, tu dois l'obtenir lorsque tu as déjà obtenu ton RVPO. Maintenant, la transition se fait comment? J'ai obtenu mon diplôme. Parce qu'on le sait, généralement, les diplômes, c'est juin-juillet, la fin d'année. Donc, du coup, la plupart, ils ont des visas qui s'expirent en août, 31 août, toutes ces choses-là. Vous avez un visa qui s'expire le 31 août et vous obtenez un diplôme comme en juin ou en juin-juillet, un truc comme ça. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci. Vous avez droit à 180 jours. C'est-à-dire que, de façon normale, vous vous présentez, une fois que vous avez fait ce RVPO, vous vous présentez au service d'immigration. Vous avez droit à 180 jours sur le visa, qui est équivalent à 6 mois.
Et quand j'ai fait le total des 6 mois, ça tombe, la plupart, ça tombe entre janvier et février. C'est-à-dire la plupart qui le font, ça tombe entre janvier et février. Maintenant, après janvier et février, pourquoi est-ce qu'on vous donne ce RVPO-là? La question c'est, peut-il toujours être annulé puisqu'il est temporaire? C'est-à-dire que vous avez obtenu votre RVPO. Maintenant, une fois que vous avez obtenu le diplôme, vous ne dépendez parce que vous êtes venu sous couvert d'une université. Maintenant, vous voulez quitter c'est comme une transition de quitter d'un statut à un autre. Vous voulez être résident, vous voulez peut-être travailler. Maintenant, qu'est-ce que l'État conditionne? L'État conditionne, première des choses, avoir son diplôme, que vous l'aviez. Parce que l'État vous donne les 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les 6 mois? Chercher un boulot. Et lorsque vous cherchez un boulot, vous trouvez un boulot, vous demandez à l'employeur, première des choses, il vous fasse INN. Pour ceux qui le numéro fiscal SNIL, INN et SNIL, c'est le numéro fiscal, paiement des impôts en fait. Vous le faites. Première des choses, il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que cette personne peut parler? Il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas, c'est une question ou... S'il vous plaît, vous pouvez continuer la conférence, après on va répondre aux questions. D'accord, après on va en revenir. Bien. Donc, vous aviez cette personne qui a fait son SNIL et son INN, numéro fiscal, qui paye ses impôts. Donc, une fois que ce dernier a payé ses impôts, c'est-à-dire là où il travaille, il a le contrat de travail, il a payé ses impôts, il repart au service d'immigration, c'est-à-dire que le RVP, parce qu'on ne va plus délivrer le RVPO, une fois qu'il a présenté son RVPO avec le diplôme, on lui a mis le RVP, qui est le permis de résidence, qui n'est plus un permis de résidence pour étudiants, qui est le permis de résidence, qui est une transition. Donc, maintenant, une fois qu'il a obtenu ce permis de résidence, il en a 6 mois pour trouver du boulot, pour trouver l'entreprise, pour dire que j'ai trouvé une entreprise, je travaille là-bas, donc je reviens pour que vous me donnez un permis de résidence. Maintenant, dans les conditions, je vais parler de ça, les conditions pour l'obtention d'un permis, c'est-à-dire, est-ce que vous avez tel montant, vous avez ceci, on entrera peut-être là, mais pas en profondeur, parce qu'on ne parle pas de RVPO, on ne parle pas de RVP. Donc, pour rester dans la structure, c'est quoi? Dans la structure, c'est, je m'appelle, je vais l'appeler comment? C'est Zachara, c'est ça? Je m'appelle Zachara, j'ai terminé mes études en médecine et j'ai fait le RVPO. Maintenant, je vais quitter de mon RVPO pour rester en Fédération de Russie parce que je ne souhaite pas partir. Je souhaite prolonger mes études. Une fois que vous l'avez fait, vous vous rendez dans le même service d'immigration auquel on vous a délivré votre visa, le visa auquel vous aviez est mentionné. Parce que dans la législation, ils ont l'autorisation, ils ont ce droit de vous le prolonger. Donc, maintenant, pour revenir sur les documents nécessaires, par exemple, pour le RVPO, il y a, pour ceux qui, comment dirais, sont vraiment intéressés sur cette question. Et l'importance aussi de le faire, c'est quoi? C'est éviter certaines choses. Qu'est-ce que vous évitez, par exemple? Pour ceux qui ont les enregistrements, c'est normal, c'est ceux qui ont des enregistrements quotidiens dans des appartements ou dans des cités universitaires, peu importe. Généralement, d'autres, dans leur déplacement à Moscou, quoi que ce soit, ils partent avec ce RVPO, en fait. C'est-à-dire que la police nous dit que bon, voilà mon RVPO. C'est plus facile pour un policier de t'identifier dans ton RVPO que de t'identifier parce que il faut savoir un truc en Fédération de Russie, c'est que dans le sens général, en concernant en matière d'enregistrement, si vous êtes enregistré, je prends à Kalunga, ceux qui sont enregistrés à Kalunga, qui ont l'enregistrement de Kalunga, si quelqu'un de Vladikavkaz ou de Nijni Novgorod, la police le saisit là-bas, dit que bon, tu as enregistré où?
Le policier prend et tape ça sur sa machine. Ça ne va pas sortir. Pourquoi? Parce que la Russie est une fédération. Et dans les fédérations, c'est les États. Et chaque État, en partie de la loi que la Russie, c'est-à-dire que l'État russe a mis sur pied, chaque principauté a aussi sa façon de pouvoir checker, de s'organiser en termes de services d'immigration. Donc ça, c'est d'abord les premières choses. Pour dire que vous allez vous confronter à la question pourquoi ce RVPO? Parce que il est comme, vous venez par exemple Moscou, Saint-Pétersbourg, on le tape directement, on le voit que non, il est étudiant ici parce que là, c'est sur la base générale qui est comparativement différent à un enregistrement local auquel vous partez à Saint-Pétersbourg, on demande que vous résidez où on ne retrouve pas. On dit que non, on ne voit pas ça sur la machine et tout et tout. Donc, ça, c'est les nuances. Maintenant, pour parler des documents. Les documents nécessaires pour le RVPO. Le premier document, il y a le formulaire. Il y a le formulaire, je ne sais pas, peut-être les gens l'écrivent, mais ce que je le fais, je vais voir si je peux résumer tout cela en un texte, en paragraphe pour l'envoyer. Il y a le formulaire. On appelle, pour ceux qui parlent plus russe là, c'est le Zalvenia. Donc, c'est un formulaire à remplir. Désolé si je ne me suis pas connecté avec ma machine, j'allais plus vous montrer les images de ça parce que j'allais tourner. Donc, j'ai eu une entrevue sur ça. Donc, il y a le formulaire, un Zalvenia rempli de 2 pages. C'est un truc de 2 pages, vous remplissez, comporte les noms, ce que vous faites, le motif, parce qu'il y a tout ça. Je vous déposez ça parce que vous êtes dans quelle catégorie. Parce que dans ça, il y en a plusieurs catégories. Il y en a ceux qui déposent ça, comme je le disais, parce qu'ils appartiennent à l'ancien URSS. Il y en a ceux qui déposent ça parce que il faut aussi savoir, il y a ceux du Tadjikistan, Ouzbékistan, Arménie, Ukraine. Ils font partie d'une autre Russie. S'il faut le dire, on ne va pas dire de la Russie, mais ils font partie d'un favoritisme d'un certain nombre de lois auxquelles nous, on n'a pas droit sur ça, en fait. Donc, pour eux, par exemple, pour faire ce document, pour quelqu'un vient le faire, une fois qu'il l'a fait, il ne fait plus le RVP, il fait directement le VNG. Donc, il saute les étapes parce que eux, ils déposent ça pourquoi? Tu es étudiant, ça veut dire forcément que, supposons, parce que eux, il y a ce qu'on appelle la lignée. Il y a la lignée aussi qui compte sur ça. Donc, eux, ils les déposent aussi en faveur de ça. Donc, il y a ce Zalvenia, il y a déjà nos premières des choses, il y a votre passeport. Le passeport notarisé, traduit, ça c'est le passeport notarisé, traduit, certifié, vous le connaissez. Il y a les photos, 35,5 x 4,5. Ça, c'est les photos qu'il faut. Il faut 4 photos. Il y a le plus important, certificat, comment on appelle ça, le truc criminel là, c'est quoi là? J'ai oublié. C'est le plus important, le certificat. C'est le casier judiciaire. Casier judiciaire, autant pour moi, merci. Merci beaucoup. C'est le casier judiciaire, c'est le plus important. Maintenant, vous saviez que quand on remplit les documents, parce que je vais m'attaquer à ce niveau, parce que je sais que c'est très important. Quand on remplit les documents, il ne suffit pas seulement de faire le document. Il suffit de réfléchir sur la procédure générale, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on délivre ça, quel est le document qui s'expire, je préfère utiliser le terme comme ça, parmi les documents, c'est un peu ça. Je prends le cas de ce casier judiciaire parce que généralement, la plupart de ce que j'ai été confronté, c'est ouais, grand frère. Pendant que je faisais venir mon casier judiciaire de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, pour la Russie, c'était déjà expiré.
Donc, il y en a certains, il peut faire même ce casier judiciaire, c'est-à-dire faire le pays, parce qu'il faut le faire, le casier judiciaire. Ce n'est pas seulement le faire, vous devez l'apostiller, vous devez le certifier à l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Vous devez le faire là-bas, c'est-à-dire de votre pays. Vous devez le certifier. Maintenant, quand vous montez même avec ce document encore ici, ça dépend maintenant. Il y en a certaines ambassades, parce qu'il y a des ambassades, bon, il y a des pays, je ne vais pas le citer, il y a des pays là où, en matière de législation des documents, il est encore douteux. On demande encore de faire passer ça dans l'ambassade de votre pays, ici en Russie. C'est-à-dire, vous partez encore, vous faites une apostillation de ça ici. Maintenant, ce document devient légitime. Mais généralement, la plupart, lorsque vous avez fait, vous l'aviez récupéré ce document, vous le faites traduire, certifier ça dans votre ambassade de la Fédération de Russie de votre pays. Il est déjà passable. Maintenant, le plus, comme je disais, c'est la durée. C'est la durée. Donc, la durée aussi est un élément majeur. La durée, je pense, de ce document, elle est de 3 mois, si je ne me trompe pas. Mais peut-être ça dépend de certains pays. Pour dire que quand vous le faites, vous venez ici, on vous dit que le document n'est pas expiré. Pour répondre à cette question, il y en a beaucoup qui me posent souvent cette question, c'est grand, est-ce que je ne peux pas obtenir mon casier judiciaire en Fédération de Russie? Je lui pose souvent, la question que je pose, c'est, on peut obtenir un casier judiciaire en Fédération de Russie? Oui, mais le casier judiciaire dépend de la durée aussi que vous avez effectuée. Tu ne peux pas venir, tu as 1 an, tu dis que tu veux un casier judiciaire. Donc, c'est très important, en fait. C'est un point à savoir parce qu'il y a certains qui disent, OK, moi, je suis en Russie, ça fait... Parce que si vous êtes en Russie, ça fait 30 ans. Vous pouviez faire votre casier judiciaire en Fédération de Russie, même si vous n'êtes pas russe. Vous allez vous récupérer les documents, vous dites, je veux faire un casier judiciaire, on va vous le faire. Vous allez au tribunal, on va vous le faire un casier judiciaire. Donc, avec ce casier judiciaire, vous le déposez directement, sans passer par le pays, tout et consort. Donc, il y a ce document. Il y a, comment dirais-je, il y a les frais de paiement. Il y a les frais de paiement aussi. Pour les frais de paiement, ça dépend des villes. C'est un sujet tabou parce que ça dépend des villes. Et bon, pour ceux qui le savent, il y a des villes là où c'est pas cher. Il y a d'autres villes là où c'est toujours comme les visas normaux. C'est-à-dire qu'on dit 1600. Ça dépend généralement des villes pour ça. Pour les frais. Maintenant, vous saviez, il y a la carte d'immigration. Sans citer, quand je dis passeport, j'ajoute carte d'immigration, toutes ces choses-là. Carte d'immigration, enregistrement. Et généralement, ça ne sert à rien de venir. Les enregistrements les plus valides qui passent souvent. Il y a le premier enregistrement qui est l'enregistrement du contrat de bail. Et vous deviez avoir un enregistrement au moins de 6 mois. 6. Minimum 6 mois. Et vous devez, pourquoi? Parce que c'est au moins la durée d'obtention de ce RVPO. Maintenant, avoir l'enregistrement, de quel type d'enregistrement? Parce que aussi nous, quand je parle de nous, je parle de vous, disait Victor Hugo. Donc aussi nous sommes champions dans ce qu'on appelle... je vais appeler ça comment? On appelle champion dans ces enregistrements. C'est-à-dire que tout le monde a l'enregistrement, mais personne n'est dans la base. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Donc, du coup, vous devez avoir... Il y a 2 types d'enregistrement généralement qui est, pour moi, que je considère qui est souvent authentique. Il y a l'enregistrement que le bailleur vous amène à My Document. Vous faites vos choses et puis vous faites l'enregistrement. Vous faites l'enregistrement là-bas, vous rentrez. Il y a ce premier. Il y a le deuxième enregistrement d'où c'est l'université. Vous êtes dans le foyer de l'université. Ou alors l'université vous a recommandé un foyer et que ce foyer vous a fait cet enregistrement. Donc, pour moi, généralement, en Fédération de Russie, je me dis que c'est les enregistrements que moi, je ne doute pas. Pour ne pas dire qu'il faut vérifier après, c'est les enregistrements généralement que je dis souvent, non, cet enregistrement-ci, il faut donner le bénéfice du doute sur ça. Maintenant, à part cela, le reste,
c'est des enregistrements que le concerné, avant de poser sa documentation, doit vérifier s'il est dans la base. Parce que s'il n'est pas dans la base, forcément, il va recevoir une non-réception de ça. Donc, et il faut savoir qu'il faut aussi il faut faire les examens médicaux. C'est un point très essentiel, vous le savez vite, je ne vais pas citer, bref, vous faites la carte verte, parce que dans la carte verte, ça regroupe tous ces examens. Une fois que vous avez fait la carte verte, vous faites aussi un Medecinski Spravka 086, là, pour ceux qui le savent. Donc, vous faites Medecinski Spravka 086, vous faites, parce que si je dis la carte verte, parce que je sais tous les examens qui englobent la carte verte. Donc, je ne vais pas dire sida, tuberculose, non, on appelle ça quoi. Bref, tous ces examens-là, urinaires, cancer, quoi que ce soit. Là. Donc, pour ne pas citer ça, vous deviez faire les examens parce que c'est la somme de tous ces documents que vous pouviez soumettre maintenant à l'administration. Et aussi, il y a un document qui est un Spravka. Vous le prenez à l'université. Là, c'est puisque quand vous étudiez en temps plein, l'université, c'est un droit de vous le soumettre, ce document. Donc, vous prenez un document qui justifie dans votre université que vous étudiez en temps plein. Donc, une fois que vous avez recoupé ces documents, vous pouviez le faire vous-même. C'est trop facile. Vous allez juste dans votre service d'immigration de votre ville. Ceux qui sont à Kalunga, ils vont juste au service d'immigration de Kalunga. Dire que, bon, je vais déposer pour mon RVPO. Ils vont dire, OK, où sont les documents? Dès que tu prends les documents qu'on a cités, que nous avons cités, tu les présentes, tu verras. Si ce n'est pas un problème de date, c'est un problème de remplissage que vous avez mal effectué, peut-être sur le Zalvenia, parce que il y en a certains qui remplissent souvent le Zalvenia comme les Ouzbeks. Il y a certains trucs. Nous, on n'est pas pareil. Il faut toujours mettre ça en tête. C'est-à-dire que tout document des Russes que nous on nous demande de pouvoir remplir selon le n'est pas pareil. Donc, il y a ce document. C'est aussi, je me dis que c'est une forme très simplifiée. C'est une documentation très simplifiée. Et les dates d'obtention de ça, c'est tout comme le RVP. Tu vois, c'est entre 4 et 6 mois. C'est entre ces deux. Mais quand vous déposez, on vous donne le Spravka. Le Spravka, généralement, il y a le délai sur ça. On vous dit, venez chercher dans telle période. Donc, une fois que vous l'aviez pris, vous êtes un étudiant, bien sûr, et vous avez un document de surplus qui vous permettra que, une fois obtenu votre diplôme, comme je l'ai dit en amont, ça vous permet de partir dire, bon, j'ai le diplôme, mais je ne suis plus étudiant avec mon RVPO là, il faudrait me donner le RVPO, un permis de résidence dans le territoire. Donc, quand on vous donne, il faut savoir la condition, j'ai oublié, pour parler. Une fois que vous l'obtenez, même sur RVP, parce qu'on va vous le donner, au moins sur les 6 mois, comme je l'ai dit, qui est 180, une fois que vous l'obtenez, il faut savoir que est-ce qu'il est annulable? C'est un RVPO qui est annulable ou RVP, autant pour moi, qui est en annule. On annule si après les 6 mois, vous venez, parce qu'il va falloir que vous renouvelez les documents. Une fois que vous n'aviez pas trouvé un travail, vous n'aviez rien trouvé, vous êtes obligé de rentrer au pays avant de revenir. C'est vrai que dans les nouvelles législations qui sont sorties aussi en vigueur, je vais répondre. Je sais la question commune de beaucoup de gens, on pensait peut-être qu'avec ce RVP, c'est obtenir directement la résidence ou quoi que ce soit, mais c'est les étapes. Donc, parce qu'il y a une autre formule. Il y a la formule peut-être, je ne sais pas si je vais le développer, il y a la formule pour ceux qui ont déjà obtenu un diplôme, c'est-à-dire un diplôme en Fédération de Russie, de pouvoir obtenir directement la résidence. Donc, il y a une autre formule simplifiée sur ça, toujours. Donc, je vais m'arrêter en partie. C'est vrai que je n'ai pas essayé de développer le canal de tout ce que peut-être j'ai prévu. Maintenant, je suis sûr forcément que j'ai oublié beaucoup de choses et les questions que vous allez poser vont me faire revenir sur certaines choses. Donc, parce que si vous ne posez pas les questions, moi-même, je vais poser. Donc, Madame
César. Miss. Oui, merci très, cher conférencier. Pour Ouais. tous ceux qui ont des questions, vous pouvez poser votre question. Mademoiselle Blé. Merci, modératrice. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir au grand frère qui a donné la conférence. J'ai une question concernant ça s'appelle comment déjà? Casier judiciaire. Bon, concernant les casiers judiciaires. Voilà. Oui. Ça veut dire que souvent, il y a des personnes qui font ça et le temps que ça arrive ici en Russie, ça expire. J'aimerais savoir s'il n'y a pas la possibilité de plutôt scanner depuis le pays, envoyer et puis faire. Non. Oui, ça c'est typiquement à nous. Je vais bloquer ça. Ça c'est typiquement à nous. Notre rêve, nous sommes champions dans les raccourcis. Ça c'est nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on demande l'original? J'ai dit ici en partie, il y en a même certains pays ou alors certains pays auxquels tellement le faux aussi est habitué. Je ne vais pas citer les pays. Tellement le faux est habitué qu'on est obligé de généraliser pour dire que on a besoin de l'original de cela. Parce que sans l'original, on se dit c'est un document douteux en fait. Parce que le scan n'est jamais l'original. Pour ceux qui, je vais répondre encore à cette question, pour ceux qui ont postulé, je ne sais pas qui ont postulé dans des universités, parce que la rigueur entrée dans les universités actuellement, c'est pour intégrer une université d'État, vous deviez, ou université, c'est pas privé ou quoi que ce soit, vous deviez au moins avoir un diplôme certifié de l'ambassade de leur pays. Ils ont mis leur cachet, vous le savez, mademoiselle. Donc, ils mettent leur cachet et ils ont besoin de l'original de ça et non un certifié parce qu'on s'est dit, quelqu'un peut aller prendre même pour l'autre, il met un cachet derrière, il m'envoie ça et puis il me dit que c'est ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Modératrice, j'ai une deuxième question. Allez-y. D'accord, merci. Vous avez également dit qu'il y avait la possibilité de faire le casier judiciaire ici en Russie, si j'ai bien compris. Oui. Donc, j'aimerais savoir, si on n'a pas la possibilité de faire au pays et que ça sera trop long pour envoyer, c'est là qu'on se tourne vers cette possibilité-là, c'est ça? Oui, je vais ajouter quelque chose. S'il ne s'agit pas de possibilité, pour faire le casier judiciaire en Fédération de Russie, il s'agit de durée. Parce que prenons un exemple. Prenons deux individus. L'autre, il est arrivé, ça fait 1 an. Tu es arrivé en Russie, tu as fait 1 an. Parce que le casier judiciaire veut dire quoi? Ça veut dire un listing de ton vécu quelque part, en fait. On se comprend un peu. Vous êtes arrivé là, ça fait 1 an. Je le dis parce que je peux même faire une capture, je ne sais pas comment on envoie. Je vous le montre. C'est une question que quelqu'un qui m'a posée. J'ai envie de faire le casier judiciaire ici. Je lui demande, mais tu as déjà combien d'années? Il me dit, je suis à ma première année. Mais à ta première année, tu ne peux pas faire un casier parce que on est d'office clair que tu n'auras pas beaucoup d'antécédents en fait. Mais si on va dans la logique, parce que quelqu'un, comme j'ai dit, qui a 10 ans, 15 ans en Fédération de Russie, ce n'est pas pour dire, parce qu'il y a d'autres lois sur ça. Il y a d'autres lois sur ça qui disent, une fois que tu as déjà mis une certaine durée, tu peux faire ce casier judiciaire en fait. Pourquoi? Parce que tu as déjà comme un CV et il y a même d'autres lois. Bon, ça, je vais pas entrer sur ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez aussi dit, et ça c'est pour me confirmer, que lorsqu'on fait donc, ce casier judiciaire-là ici en Russie, on n'est pas obligé d'envoyer ça à l'ambassade pour d'éventuelles légalisations. Non, vous n'êtes plus obligé parce que c'est un casier judiciaire russe et ce sont leurs cachets qui sont sur ça en fait. Vous n'avez plus, non, vous n'avez plus. D'accord. Et c'est dans quel centre qu'on fait ces casiers judiciaires? Ok. Pour faire le casier judiciaire ici, normalement, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais vous allez remarquer... à Belgorod. Belgorod. Désolé. Désolé. Non, excusez-moi. Bon, pour faire le casier judiciaire, comment ça se passe? Je ne sais pas si à Belgorod, je ne connais pas très bien, c'est-à-dire les villes,
À Belgorod, si quelqu'un d'entre vous a déjà fait face à une législation de juridiction, c'est-à-dire qu'on l'a arrêté, il n'avait pas les documents, on est allé pour le déporter. Bon, avant de déporter, c'est-à-dire on a fait le protocole, on l'a amené pour le tribunal et toutes ces choses-là. Donc, le tribunal, là où on l'a amené, là, vous allez là-bas, vous toquez. Quand je dis toquer, vous regardez n'importe qui là-bas, vous dites, ah, vous voulez faire le casier judiciaire. On va vous le faire. C'est là-bas dont on l'établit. Maintenant, je ne peux pas vous donner une adresse exacte, un bâtiment exact. Mais si, oui, si vous ne donnez pas, oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mademoiselle Eunice, vous pouvez poser votre question. Merci pour la parole. Bonsoir, conférencier. J'aimerais que vous me donniez, s'il vous plaît, sur le casier judiciaire par rapport à la légalisation. Moi, j'ai déjà fait mon casier judiciaire. Il est déjà fait. J'aimerais savoir, je dois le légaliser à l'ambassade de la Russie et le faire venir ici et le légaliser encore ou je ne sais pas. D'accord. Regardez, vous avez fait le casier judiciaire. Une fois que vous l'avez fait, vous partez à l'ambassade de votre pays, l'ambassade de la Russie de votre pays, c'est-à-dire là où vous avez obtenu le visa, pour comprendre facilement. Vous partez là-bas, vous dites que vous voulez le légaliser. C'est un peu comme votre diplôme. Comme vous avez légalisé le diplôme dans votre ambassade, vous faites la même chose. Vous allez vous dire que vous le légalisez. Maintenant, une fois le légalisé, vous prenez maintenant ce document, on vous le remonte ça ici. Vous allez juste à votre ambassade ici, en Côte d'Ivoire, pour dire que vous voulez une certitude. On va mettre c'est juste un cachet. C'est-à-dire que dans votre ambassade ici en Côte d'Ivoire, c'est juste ici en Russie, c'est juste un cachet qu'on le met, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Monsieur Jacques Da, vous pouvez poser votre question. Désolé. Monsieur Jean. Apparemment, il est parti. Allô? Oui. Bonsoir à tous. J'espère que c'est ça. Excusez-moi, je suis dehors. Je voulais forcément assister à la conférence vu que ça m'intéresse. Je suis Jean-Michel Yapo. J'ai déjà commencé aussi les démarches pour l'obtention du RVPO. Et là, les documents, le document qu'on disait c'était le plus important, vu que les autres aussi sont autant, c'était le casier judiciaire. Je l'ai eu depuis le mois de juin, mais je n'avais pas l'intention de faire le RVPO. Bon, je n'avais pas l'intention même de continuer ici en Russie pour le master, que j'ai eu le diplôme cette année, disons. Et, quel diplôme? Le bachelor, bon, le baccalauréat. Oui. Voilà. Et quand j'ai eu le casier judiciaire, c'était même pendant la période même des examens et consorts. J'avais juste demandé comme ça, ils ont fait au pays, on m'a envoyé. Quand on m'a envoyé, j'ai essayé de faire les démarches aussi à Moscou, à l'ambassade. Et ma première question d'abord, c'est surtout au niveau de la date. Je ne sais pas si c'est la date de la date du pays ou bien c'est la date que l'ambassade a mis son cachet et tout. Non. Bon, monsieur, je ne sais pas trop. Il faut savoir qu'une fois que vous aviez pris ce document au pays, le compteur a tourné. Ah, bon, ok. Oui. Une fois que vous avez pris le document au pays, le compteur a tourné. C'est pour ça que je dis que c'est le document le plus fragile. Parce que c'est le temps. Oui. C'est comme ceux qui font le test du VIH. On dit, par exemple, dans un autre jargon, ceux qui disent qu'il y a le test du VIH qui fait, par exemple, 3 mois. Oui. Quand on vous délivre, on dit que c'est expiré. Donc, c'est un peu ça. C'est la même chose aussi. C'est la même chose pour ceux qui font d'autres documents, qui font aussi venir... par exemple, les certificats de célibat, c'est le même compteur, c'est la même chose. Mais le problème est que vu qu'à l'ambassade, ça fait pratiquement 1 mois, pour faire ils font le certificat de non-condamnation.
Ça avait fait un mois là-bas, ils ont même mis le truc, comment on appelle ça? Faire la traduction, tout, ils ont tout fait à Moscou et je l'ai reçu, ça fait pratiquement une semaine, je suis dans les démarches. Bon, je leur ai expliqué ici que, bien vrai que j'avais reçu le casier judiciaire dans le mois de juin, j'ai inclus ça dessus, quand tu fais la traduction, j'ai inclus ça dessus dans le mois de juin. Mais moi, je leur ai expliqué que le document le plus important, c'est ce qui a été fait à l'ambassade, vu que l'ambassade a déjà fait la traduction, bon, ils ont déjà mis leur cachet aussi sur la traduction, tout et tout. Et c'est là-bas, ça fait. Bon, il n'y a même pas la faute sur l'ambassade, mais c'est là-bas, ça va être très bien, vu que ça fait déjà fait un mois. Mais ils m'ont dit de continuer, je leur ai expliqué que voilà, c'est la date où ils ont mis le cachet. Je pense que c'est le 21, comme ça. Non, disons le 18 qu'ils ont mis le cachet. Et ça fait pratiquement un mois maintenant, tu vois. Donc, je leur ai dit que, bon, vu que ce n'est pas encore expliqué, il ne faut pas qu'ils se basent sur. Le mois de juin qui se base pratiquement. Non, regardez, M. Jacques. Regardez. En matière de documents, non, je vais vous dire ce qui se passe en fait. Pour que vous compreniez aussi. Et c'est quelque chose qui me cœure. C'est quelque chose qui me cœure. Quand je dis ça me cœur, c'est parce que je ne sais pas comment le dire. C'est une affaire de reconnaissance. Je vais vous expliquer. Si on nous demande à nous, Africains, de pouvoir certifier nos documents à l'ambassade de la Russie, de nos différents pays, c'est parce que ils se rendent compte que... Parce qu'on peut aussi le certifier dans nos propres ambassades ici, parce que c'est nos États aussi qui nous délivrent ce document. Ce n'est pas comme si c'était un faux document, en fait. Vous comprenez un peu? Effectivement, ouais. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que le cachet de nos ambassades dont tu parles là n'est même pas, n'a pas de signification en fait. Donc, du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est de ne plus continuer les démarches que j'arrête. Non. Du coup, vous êtes dans quelle ville? Je suis de Belgorod, même, c'est ma présidente. Voilà. C'est pour ça que je voulais dire quelque chose, parce que Belgorod aussi, c'est une ville particulière. Et il y en a plusieurs villes comme ça. Je voulais dire quelque chose concernant ces documents. Je prends le cas, par exemple, de ceux qui sont à Mariupol, qui peuvent être à Belgorod, qui peuvent être dans d'autres villes comme Astrakhan. C'est-à-dire les zones qui sont reculées, en fait. Qui peuvent être même à Yakoutie ou Ikout. Ceux qui peuvent être dans ces villes-là. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que le service d'immigration proprement, parce que il faut savoir que le service d'immigration proprement dit, sur cette matière, a une autre compétence sur ça. Ça veut dire que lui, il peut savoir s'il prend ou il ne prend pas. C'est-à-dire quoi? Dans la législation nous donne un délai, parce que le délai, c'est sur le document. Mais vous pouviez arriver comme ça, parce que c'est comme ça. Vous arrivez comme ça, la personne même qui vous reçoit ne prête pas attention à ça. Ah, je vois. Oui. C'est-à-dire, vous arrivez avec vos documents, vous dites juste que non, vous avez mal rempli le Savegna. Or, votre inquiétude, c'était de savoir si... le document que vous avez déposé, si le certificat dont vous avez effectué est valide, en fait. Mais eux, leur priorité, je te dis la priorité, leur priorité, c'est que vous le certifiez d'abord dans l'ambassade de votre pays. C'est leur priorité. Parce que si vous ne le faites pas pour eux, c'est un peu comme si c'est un faux document. Ok. Mais, en fait, bon, moi oui. Ma question, c'était genre, vu que vous avez dit que la date était 3 mois, les 3 mois, oui. Bon, c'est ce qui est vrai, en fait. Mais j'avais regardé ça et je ne sais pas, comme vous l'avez dit, je ne sais pas s'ils n'ont pas prêté attention auparavant, mais quand je suis parti la deuxième fois, c'est là, une avait prêté attention, c'était la jeune fille qui travaille à Miedjou, là, qui avait prêté attention à ça et je lui ai expliqué par rapport à la date. Et la seule chose maintenant qu'ils m'ont dit, c'était d'aller faire juste les examens de sang qui finissaient, et bon, de VIH et comme ça, les analyses là, qui m'ont dit de refaire, et aussi prendre encore les caractéristiques correctorales.
les informations que notre orateur doit faire souvent. C'est la seule chose qu'il m'avait dit. Exactement, je dis ceci, je vais répéter pour que vous compreniez. Bon, il y a une personne qui écrit peut-être faire une procuration. Non, on ne fait pas les procurations dans ce contexte en fait. C'est simple, le document que l'État russe vous demande, c'est simple. Une preuve que vous n'aviez pas été poursuivi pénalement, qu'il soit authentique et original, c'est tout. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, c'est vous êtes arrivé, on vous a dit les machines des documents, c'est-à-dire de santé, ça doit toujours exister dans la procédure. C'est pas comme si c'était des documents de surplus. Parce qu'il faut aussi savoir que les documents de santé dont vous effectuez a un délai. Même en Russie, vous le saviez. Vous le saviez. Donc, c'est pour ça que je dis, ce sont des procédures qui englobent tout. C'est-à-dire qu'il faut calculer le temps de ça. C'est très important. On ne le fait pas parce qu'on dit, bon, je vais faire venir mon casier, je vais faire non. Ça s'enchaîne en fait. Il n'y a pas de repos sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je suis là. Désolé, très cher conférencier. Par rapport à la question 3, je demandais s'il fallait pour la légalisation, en fait. Parce que moi, j'ai eu même à envoyer des documents au pays récemment. C'est-à-dire, quand tu es ici, sans une procuration, que ce soit le casier judiciaire ou autre, bon, je ne sais pas. Peut-être ça va dépendre aussi de la relation que la personne a au pays d'abord. Mais sans la procuration, c'est-à-dire sans ta procuration, sans la procuration, légaliser la chose à l'ambassade. C'est clair. Non, là, c'est autre chose. Voilà, c'est cette question que cette personne posait, au fait. Ah, je ne comprends. Non, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que comment faire pour obtenir le casier judiciaire, c'est autre chose. Non, au fait, après obtention du casier judiciaire, je prends pour le certifier, non, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend des ambassades. Procuration. Il faut forcément une procuration pour la légalisation. D'accord, mais ça dépend des ambassades, parce qu'il y en a plusieurs ambassades d'où quelqu'un, comme les gens sont dans les groupes là, partout là, quelqu'un vous le fait. Il est dans votre pays, il dit juste que envoie-moi l'argent, je te fais ça. Au fait, en Côte d'Ivoire, c'est différent. En Côte d'Ivoire, c'est différent, vu que la majorité sont des Ivoiriens ici. En Côte d'Ivoire, c'est différent. Quand tu veux, même quand ce sont tes propres parents, il faut forcément que tu écris une lettre pour dire que ça vient de toi. Voilà. Je voulais juste préciser ça. D'accord, d'accord. Donc, on fait comprendre qu'il faut associer une procuration sur ça pour qu'on on vous légalise le document. Oui, quand vous êtes en Russie. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande des documents fournis dans le chat. Bon, on a déjà cité ça. Je vais encore reciter pour une dernière fois. La première des choses, il y a le Zalvenia. Comment obtenir vous pouvez même prendre le Zalvenia haut. Généralement, ceux qui ont le plus de Zalvenia là, je ne sais pas, dans toutes les villes, forcément, on a toujours un endroit, même à Belgorod, vous avez un endroit là où vous traduisez, vous notarisez les documents. Donc, si vous arrivez là-bas, je vous rassure, vous leur dites, bon, je veux le Zalvenia du RVPO, ils vont vous sortir ça. Donc, ils ont ça. Vous n'avez même pas besoin d'aller au service d'immigration, ils ont ça. Quand ils disent ça, c'est-à-dire ils ont parce que les anciens, les nouveaux, ils ont ça. Maintenant, j'ai dit à les photos, 3,5 x 4,5. Il y a le test médicaux à effectuer. J'ai dit dans les tests médicaux, VIH. Bref, quand je dis carte verte, c'est pour dire que tous les tests qui entrent dans la carte verte, pour ne pas dire fluorographia, tout ça. Tous les documents qui entrent pour faire la carte verte. J'ai dit, il faut faire le médecin Spravka 086. Là où on fait les check-up, là, pour ceux qui savent, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là. Bon, il y a une sorte de test, pour ceux qui connaissent, là. Je fais plus ça. Pour ceux qui connaissent, il y a une sorte de test. Donc, vous devez avoir ce document. Ça, c'est concernant les examens. Vous devez avoir un Spravka de votre université qui atteste que vous faites les études en temps plein. Vous êtes étudiant au Tchèque. Maintenant, vous aviez ça, vous aviez votre passeport traduit, notarisé, vous avez votre carte d'immigration, vous aviez l'enregistrement. J'ai dit les types d'enregistrement qui passent. Parce que il y a aussi
les motifs de refus. Bon, je vais revenir. Il y a ça. Il y a quoi d'autre? L'enregistrement, comme je l'ai dit. Cas d'immigration, je pense que c'est tout. Si je n'ai pas oublié un, je pense que c'est tout. Donc ça, c'est... Oui, cas d'immigration, voilà. J'ai oublié. Il faut la copie traduite. Vous le certifiez aussi de votre diplôme d'études. C'est-à-dire que si vous aviez fait, vous avez obtenu le baccalauréat, vous deviez aussi avoir une traduction de ça. Vous associez à ça avec les documents. Donc, il y a la confirmation, il y a le paiement. Il y a le paiement. Comme j'ai dit, le paiement, ça dépend des villes. Vous demandez juste... c'est pour ça que je dis les meilleurs endroits pour le faire. C'est pour ça que je conseille certains, les meilleurs endroits pour le faire, parce que nos universités ou alors les universités dans les villes ne font de l'ingérence sur ce document. Donc, les meilleurs endroits pour le faire, c'est les endroits comme je l'ai dit. C'est-à-dire là où vous traduisez souvent vos documents, vous allez voir, vous demandez, est-ce que je peux pas avoir ça? Ils vont vous dire, vous demandez, on paye combien pour ce document? Ils vont vous dire, mais les prix, quelqu'un va venir dire ici que moi j'ai payé comme ça, l'autre va dire j'ai payé comme ça parce que ça diffère des villes de Kalunga, Belgorod, passant par, je sais pas, Nijni ou Vladikavkaz, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est les documents nécessaires. D'accord, merci, monsieur. Monsieur Yoris Anderson, vous avez la parole. Ok, bon, merci bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, une fois de plus, bonsoir, Claude. Oui, j'ai une question parce que depuis toute la conférence, je n'ai pas compris. J'ai l'impression que le RVPO, c'est un peu comme, je vais dire ça vraiment, quelque chose qui n'a pas de contrainte de refus, quoi, parce que je n'ai pas attendu de refus depuis, j'ai pas attendu. Non. S'il n'y a pas de motifs de refus, par exemple, lié, par exemple, à un SHRAF administratif et autres, je ne sais pas trop. J'aimerais savoir. Je vais le dire. Merci bien. Si les contraintes de refus premier, si par exemple vous aviez une résidence permanente d'un autre pays de 6 mois, on vous refuse. Si dans les documents que vous avez donnés ne sont pas authentiques ou originaux, on vous le refuse. Si toujours dans les tests, genre vous aviez, parce que là les tests de documents médicaux que vous allez prévoir, si vous êtes malade déjà, on va vous refuser cela. Donc, si tu changes aussi, parce qu'il y a ceux dont quand ils déposent, ils changent le statut. Je prends un exemple. Cette année, vous avez déposé cela. Je suis dans le refus, mon frère. Cette année, vous avez déposé, vous avez obtenu. L'année prochaine, vous décidez, je vais quitter de, comment dirais-je, online à ceci. Donc, je quitte de l'autre statut à l'autre statut. On va vous l'annuler, en fait. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Et pour quelqu'un, par exemple, bon, c'est pas, prenons quelqu'un, par exemple, qui a eu reçu un SHRAF administratif, lié. Bon, le SHRAF, ça dépend. Oui, le seul STRAF le plus majeur, il faut que vous le saviez, le seul STRAF le plus majeur, je dis bien le plus majeur, c'est celui qui a obtenu 5 ans. Une déportation de 5 ans, on ne peut pas l'avoir. Donc, ça, c'est le STRAF le plus majeur. Maintenant, pour quelqu'un qui a obtenu un STRAF de conduite, parce que même dans les STRAF de conduite ou alors dans les STRAF de voler de métro, de ceci, cela, il y en a des lois qui réglementent sur ça qui n'a rien à voir. Parce qu'il faut savoir, je prends le cadre de ceux qui conduisent, il faut savoir que dans la conduite même, il y a un certain nombre de STRAF pour une expulsion qui n'a rien à voir dans le cadre du RVPO. D'accord, je comprends. Je comprends. Ok, merci bien. C'est tout? Oui, merci, c'est tout pour moi, merci bien. Ok. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, modératrice. Je voulais revenir sur un point. Oui. Une nouveauté. Je pense pas, je sais pas vraiment comment ça se passe au niveau des autres pays, mais cette semaine, il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire qui nous a contacté pour qu'on diffuse une information. Normalement, le secrétaire aux affaires sociales, au travers de son secrétaire principal, M. B. Sinclair Migouné, dès la semaine prochaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas trop,
va utiliser un canal plus approfondi pour toucher à grande échelle la communauté. Mais comme on est déjà en train de parler de légalisation des documents, je pense que la lucarne est également appropriée. Au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, désormais, il sera impossible de faire légaliser les documents si au préalable, ils n'ont pas été certifiés par certaines institutions du pays. Je prends par exemple le certificat de célibat qui en Côte d'Ivoire est établissable soit à la mairie, soit dans un tribunal, palais de justice et autres. Dans le cas où c'est établi à la mairie, il faut d'abord que ce document passe au ministère de l'Intérieur. Minerex. Voilà. Ensuite, au ministère des Affaires étrangères. Et c'est au vu de ces deux légalisations que l'ambassade de Côte d'Ivoire pourra vous imposer son cachet de certification. Dans le cas où il est établi dans un tribunal ou palais de justice, pour ceux qui l'appellent comme ça communément, vous serez exempté de l'étape du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que vous pourrez simplement le faire certifier aux affaires étrangères et ensuite à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Cela a été mis en place pour pallier à certaines situations qui ont été rencontrées par nos autorités. Et il nous a été demandé depuis ce mardi de véhiculer l'information. Merci beaucoup, monsieur. Merci, cher président, pour l'information. Monsieur Parfait Koné, vous avez la parole. D'accord, merci. Bonsoir, monsieur Claude. Bonsoir. Bon, mon problème est le suivant. Quand on obtient le RVPO, on a combien de temps comme ça pour renouveler notre registration? Parce que je connais des personnes qui ont eu des problèmes dans leur université parce qu'ils n'avaient pas renouvelé leur registration. Ça a fait comme ça un truc de 1 mois et ils ont eu quelques ennuis. Ils ont failli payer des strafes, tout ça. Donc, on a droit à combien de temps comme ça pour renouveler notre registration? Une fois, ne coupe pas ton micro, une fois établi le RVPO ou comment? Donc, une fois que vous aviez établi le RVPO, demande combien de temps vous aviez pour faire un enregistrement? Oui, c'est ça. Non. Déjà, c'est une erreur à savoir c'est quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme si, comme vous déposez alors pour la résidence, il ne faut plus faire d'enregistrement. Parce que même celui qui dépose pour le RVPO, ça veut dire le permis de résidence, durant toute cette période de la procédure de son RVPO, il y a là où il réside. Tout le monde le sait, c'est-à-dire l'administration le sait qu'il réside à tel endroit. Et c'est l'un des motifs toujours. Ça veut dire que lorsqu'on regarde à la base que l'enregistrement dont vous aviez proposé à l'administration n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les données, vous êtes automatiquement, vous n'allez même pas recevoir ce RVPO. Maintenant, pour répondre sur la ligne, sur la période, en fait, c'est comme, parce qu'il faut savoir dans la législation, je ne sais pas s'ils ont augmenté, mais dans la législation, c'est une fois que vous n'aviez plus d'enregistrement, vous avez droit à 7 jours. Passer les 7 jours, c'est un straf. C'est ce que vous devez savoir. Ça, c'est de façon, ça, c'est pour tous les lambda, en fait. Tout le monde, c'est même celui qui entre en Russie pour sa première fois, il a 7 jours. Passer les 7 jours, ça commence le straf. Et le straf, c'est vrai aussi, c'est en fonction des villes. Ça dit 1000 roubles pour ceci, ceux qui ont un peu l'argent à Moscou, on donne pour eux, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, que moi, je peux te dire, c'est il faut toujours avoir l'enregistrement. Parce qu'il y a une question, peut-être on aura le temps d'en parler dans d'autres choses. Il y a une question qui me revient beaucoup à l'esprit, c'est est-ce qu'on coupe ou alors est-ce qu'on annule un visa? Tu vois, répondre à cette question, on revient sur l'enregistrement. Donc, raison pour laquelle je dis souvent aux gens, il faut toujours avoir un enregistrement conforme, en fait. Peu importe le document que tu obtiens en Russie. D'accord, merci beaucoup. Et parce qu'une fois que tu as... Bon, ça, c'est toujours dans d'autres notions. C'est tout, monsieur Parfait Koné? Oui, c'est tout. D'accord. Il y a... Je vois Mademoiselle ici, là.
Oui, j'ai encore une question donc de la part d'une amie qui suit également la conférence. La question est la suivante. Lorsqu'on vous donne le RVPO, c'est spécifique seulement à votre ville ou Oui, sans couper, oui. Maintenant, s'il faut continuer, je vais développer pourquoi. Oui. Oui, c'est la question. C'est-à-dire que si j'ai le RVPO, le RVPO en tant qu'étudiante de l'université de Belgorod ou le si je RVPO est unique. Je dois refaire un autre RVPO pour elle ou même pour nos villes. C'est la question qu'il y a. Le RVPO est uniquement valable pour la région où vous étudiez. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et le RVPO, toujours pour continuer, c'est, comment dirais-je, je vais le dire comment. Par exemple, parce qu'il ne faut pas seulement mettre le RVPO, je n'ai pas tout listé. J'ai plutôt beaucoup canalisé dans les études. Parce que une fois, par exemple, que vous travaillez, pour ceux qui travaillent, l'employeur peut faire une annulation de RVPO dans les conditions où vous ne travaillez plus là-bas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit, dans la notion, par exemple, de celui qui a son diplôme, son baccalauréat, tu vois, et qui veut obtenir la résidence, parce que de nos jours, lorsque vous avez le baccalauréat, vous pouvez obtenir un RVP qui vous permet de travailler. Maintenant, est-ce que vous pouvez obtenir le RVP partout? Non. Vous pouvez obtenir le RVP uniquement dans la région ou la ville auquel vous avez obtenu ce diplôme. C'est ça aussi la Russie. D'accord, je vois. Donc, si j'ai fait le RVPO à Belgorod et que, voilà, je décide de me déplacer. Et que vous travaillez, voilà, vous avez fait un RVPO à Belgorod, un RVPO, vous êtes maintenant, c'est pas à Sochi. Il faut savoir que vous n'êtes plus dans le contexte, en fait. D'accord. Donc, si je suis, là, si maintenant je suis à Sochi et que je veux refaire, donc je dois refaire un RVPO, vu que, bon, comment je vais formuler la question? Voilà. Si le RVPO de Belgorod n'a pas encore atteint son... Oui, si par exemple, vous voulez parler, si vous faites un transfert, par exemple, d'université dans ces conditions. Exactement, et que le RVPO de Belgorod est toujours en vigueur. Non, une fois que vous faites le transfert, vous signalez aussi au service d'immigration. Ça se fait aussi, bon, je ne vais pas le dire instantané, c'est un peu comme ceux qui font le visa transit, en fait. Vous voyez, c'est un document que on le transite aussi. Une fois que vous avez fait l'autre et que vous avez signé le Dagavor dans votre nouvelle université, vous rassemblez juste, vous prenez vos passeports, vos photocopies, vos ceci, cela. Vous partez maintenant dans le service d'immigration de Sochi pour dire que bon, voilà, j'ai le RVPO ici de l'autre ville. Maintenant, je m'aurai obtenu pour votre ville. Ils vont vous le donner. Vous n'avez plus besoin de faire les casiers judiciaires, quoi que ce soit encore, je ne sais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais ajouter une information. Oui. Merci. Je viens d'avoir une autorité de notre ambassade ici en Russie. J'ai eu à demander la question que je vous avais posée, est-ce qu'il fallait envoyer un scan du casier judiciaire ou bien l'original? Il m'a dit qu'un scan suffit. Donc peut-être je vais essayer de vous redemander encore si tu peux me reconfirmer. Demandez-lui, vous voyez. Je vais vous dire, on va vous dire non en fait. Pour celui qui a déjà eu, je ne sais pas si quelqu'un, pour celui qui a déjà eu à lui déposer ce document, il va vous le confirmer dans vos groupes. Vous voyez. Oui, il va vous le confirmer. Et il refuse. Il refuse parce qu'il se dit un scan ce n'est pas l'original en fait. Et parce que si on veut déposer le scan, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que nous on est tous africains, on connaît ces choses-là. Je peux prendre votre document, je fais même pour tout le monde avec. Vous voyez un peu. Donc ils n'achètent pas. Ils n'acceptent pas ça. Mais il faudrait que quelqu'un qui passe à l'œuvre vienne témoigner dans vos différents cas. Si, on va également demander à quelqu'un qui a déjà fait pour pouvoir confirmer. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle Blé. Il y a quelqu'un qui demande si, quand on a le RVPO, on peut aller et revenir en Russie sans souci. Bon, c'est vrai que vous pouviez aller pour... c'est 6 mois, en fait. Parce que dans tout ça, il faut savoir, c'est 6 mois. Pas plus. Vous êtes toujours dans la branche des 6 mois.
Parce que une fois que vous avez dépassé déjà, pour dire quoi en fait, sur le RVPO, parce que pour sortir aussi de ce RVPO, ça va toujours le même visa en fait. Il y aura toujours ce même visa. Donc, mais il faut savoir, ce qu'il faut plutôt savoir, c'est si vous êtes au pays dans plus de 6 mois, le RVPO, là, il est annulé. J'aimerais savoir quelque chose, c'est ma propre question personnelle. Oui. Quelle est la différence entre le RVPO et puis le visa multiple? Parce que je ne comprends pas. Je suppose quelqu'un qui a 5 ans d'études à faire ici. Moi, je croyais, quand j'avais lu le truc, je croyais que quand tu as 5 ans d'études et que tu déposes pour le RVPO, ça prenait les 5 ans dans ton université. Enfin, c'est ce que j'avais compris, au fait. Quand on le fait, c'est tous 5 ans. Bon, visa multiple ou bien visa plusieurs entrées. Il faut savoir juste visa multiple, alors visa de chaque année. Il faut savoir juste un truc, c'est ça, c'est que c'est nouveau, vous voyez. Et quand je dis c'est nouveau, c'est que l'État a envie de réglementer, qui n'est pas encore, parce que je n'ai pas voulu en parler de ça. Ce que l'État a envie de réglementer, c'est que aujourd'hui, l'État veut faire en sorte que l'Ivoirien qui vient pour étudier, on ne le met plus ce visa multiple. Vous voyez, on lui met directement le visa en termes de la durée de la formation choisie. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Donc, on le met cette durée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça c'est pour nos frères aussi, ça veut dire si vous êtes venu toujours peut-être faire, je sais pas, commerce, que commerce c'est 5 ans ou c'est 4 ans, je sais pas. Une fois que vous avez engagé, vous avez signé, qui est différent de l'année de langue. Faut pas confondre, parce que être en année de langue, vous n'êtes même pas étudiant de cette université. Donc, une fois que vous avez fait ce document, c'est-à-dire vous êtes venu, vous avez fini, vous avez postulé, vous avez fait votre Dagavor. Ce que l'État russe a envie d'implémenter, c'est que aujourd'hui, l'étudiant lambda ne doit plus aller chaque année, comme vous avez dit, au service d'immigration pour dire je veux que vous me donnez ce visa de chaque année. Mais ce RVPO-là va maintenant donner la capacité à toute personne de dire qu'il a son RVPO. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est résident. Et une fois qu'il est résident, il aura maintenant cette capacité de pouvoir se mouvoir, comme on l'explique, comme on ne fait que détailler depuis. Donc, c'est juste... et vous allez voir, pour ceux qui sont encore là, il y a une transition qui va se faire d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire, bon, je pense, d'ici l'année prochaine, il y a des transitions qui vont se faire. Vous allez entendre d'autres qui vont murmurer, chuchoter pour dire qu'on ne fait même plus le visa. On donne une fois le séjour par rapport à ton nombre d'années, par rapport à tous ces temps-là. C'est-à-dire, si tu as encore 2 ans de formation, on te donne le document pour tes 2 ans de formation. Donc ça, c'est les aménagements qui visent sur ce RVPO. Mais comme il est nouveau, vous voyez, on parle, c'est une truc qui a été proposé en 2022. C'est un truc qui a été adopté en janvier 2023. Ça n'a même pas encore 1 an. Donc eux, comme ils sont en train d'expérimenter, ils sont en train de voir comment ça va se passer. Parce que pour dire vrai, ils sont en train de vouloir contourner la notion la notion du visa et qui veulent donner, et c'est plus dangereux. Parce que je connais mes frères. Mes frères, c'est que je ne veux même plus l'étude que tous les temps faire le visa. Mais moi, je connais des inconvénients. Parce qu'une fois qu'on vous le fait, vous appartenez, pour ne pas dire la dépendance, vous appartenez maintenant aux universités. Ça veut dire que l'université a le plein droit sur toi. C'est vrai qu'ils en ont déjà, mais dans les dessous, ils n'en ont pas totalement. C'est-à-dire l'université aura maintenant plein droit pour dire que soit si tu ne payes pas la scolarité comme ils le font, soit si tu fais quelque chose, eux, ils ont maintenant l'aimabilité d'annuler même ce RVPO parce que c'est leur contrat qui te permet de l'obtenir pour dire que bon, il est facile pour toi qu'ils te font rentrer. C'est pour ça que je dis c'est très dangereux. D'accord. Ok, monsieur Jabda, vous pouvez poser votre question. Ouais, il revient encore sur
un autre sujet. Bon, vous avez parlé de... On s'entend, non? Vous avez parlé de... comment dirais-je? Vous avez dit la nouvelle loi que la Russie avait donnée, c'était par rapport à ton année d'études sur le visa, je veux dire. Donc, si tu es venu pour si tu es venu pour le master, on t'a deux ans de visa. Ce n'est pas encore appliqué, c'est ça? Non, c'est pas encore applicable. C'est pas encore applicable. Parce que moi, ce qui m'a poussé en vrai à faire le RVPO, c'est parce que dès que j'ai eu le parce que vous avez suivi ce que les gens ont dit. Non, même pas du tout. Okay. J'avais pas l'intention de continuer ici, mais vu que nous avions fini le bachelor, tout c'était dans le mois de juillet, et il y avait la pression pour rentrer au pays, ou bien soit je continue encore ici pour le master. L'université me mettait, non, le centre d'immigration me mettait la pression pour renouveler le visa parce qu'eux ils donnent 45 jours maximum pour renouveler le visa. Et là, pour renouveler le visa sur Belgorod, bon, dans mon université, je ne sais pas pour Belguérou comment ça se passe. Je crois que même pour Belguérou, même, ils donnent maintenant 9 mois. Ils ne donnent plus 1 an. Ils donnent 9 mois. Et sur Belgorod, ils donnent 6 mois, même si tu payes même la moitié de la scolarité. Dans notre université, tu payes la moitié de ta scolarité, on te donne 6 mois. Tu payes aussi, bon, avant, tu pourrais payer même le quart de ta scolarité, on te donnait 1 an de visa au minimum. Et maintenant, ils donnent 6 mois. Et c'est parce qu'ils m'ont donné 6 mois d'études. C'est pour ça que j'ai voulu faire le RVPO ici. Je suis dans ces démarches qui cassent un peu la tête. Non, concernant les visas, je vais vous dire, je ne vais pas entrer dans les choses des universités, mais il y a aussi de la malhonnêteté intellectuelle. Ouais. Et moi, j'ai une penchée pour vous, mes frères, et c'est que nous sommes comme, je vais le dire, il faut que je me globalise, je vous globalise pour qu'on comprenne ensemble. Nous sommes comme des clients, vous voyez. Et au fond, c'est un sentiment. Quand je dis nous sommes comme des clients, c'est pour dire que quand ils vous donnent 6 mois, là, ils savent le pourquoi, en fait. Donc, c'est une façon de vous rattacher, de vous récupérer, que vous ne pouvez pas aller. Parce qu'une fois que vous êtes à Belgorod, vous avez la possibilité de fuir. Mais ils savent que s'ils vous bloquent au niveau du visa, ils vous bloquent à ceci, faire même votre transfert, quand tu fais les calculs, tu vois que tu peux tomber sur un document, donc tu vas rester. Donc, du coup, c'est normal qu'ils donnent à un étudiant 6 mois. Non, dans la législation, c'est comme on dit souvent, si vous aviez postulé, vous avez payé la scolarité, comme vous avez dit, pour 1 an, généralement, tout document pour tout le monde est censé obtenir un visa jusqu'à minimum le 31 août. Voilà. Ça, c'est le max, 31 août. C'est pour ça que ce dont on donne en juin, juillet, tout ça, on comprend d'autres choses sur ça. Ok. C'est tout, monsieur Jean d'Arc? Bon, ouais, c'est tout. Je crois que peut-être c'est ce qui nous pousse aussi à faire le RVPO, je vais comprendre bien. D'accord. Vous n'avez pas d'autres questions à poser? Si. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Bon, le RVPO, là, c'est le séjour des étudiants, c'est ça? C'est-à-dire, du genre, bon, quand on dit séjour des étudiants, c'est une fois que tu as le RVPO, c'est pour les étudiants, disons. Et si tu veux maintenant postuler, si tu veux faire maintenant le RVP, le VNG, tout ça, on doit annuler d'abord le RVPO pour passer directement au RVP et après le VNG. Peut-être que vous avez parlé de ça, je n'avais pas suivi. Bon, j'ai pas parlé de ça parce que c'était pas trop dans le cadre de ce que nous venons parler. Bon, je vais te dire, je vois que tu as l'esprit approfondi. Je comprends au niveau de ta documentation. Tu as envie de quitter certaines étapes. Maintenant, ce que je vais te dire, oui. Ce que je vais te dire, c'est le RVPO, ça nous permet au moins d'obtenir déjà, comme j'ai dit, le RVP. Pour dire quoi? Pour dire que une fois que tu es déjà, tu as
un baccalauréat, pour ceux qui, quelqu'un a décidé d'obtenir son baccalauréat et tout et tout. Une fois que tu as un diplôme en fédération, tu peux obtenir un RVP, c'est-à-dire un permis de résidence en fédération. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'obtenir le classe ni diplôme. Non, parce que classe ni diplôme, tu peux directement dire, OK, VNG, passeport russe. N'a pas besoin. Ok. Tu comprends un peu? Oui, je comprends, merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, modératrice, c'était tout. Il y a deux mains là, il y a une main, je sais pas si c'est... Audrey, mademoiselle Audrey, vous avez la parole. Bonsoir à tous. En fait, je voulais juste demander si, lorsqu'on obtient le RVPO, est-ce qu'on peut sortir du territoire russe? Oui, je dis, vous pouvez sortir du territoire russe, mais il faut savoir, vous faites plus de 6 mois hors du territoire russe, ça sera annulé. Ok. On peut voyager quand même. D'accord. C'est tout, mademoiselle Audrey? Oui, oui, c'est tout. D'accord, vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Yurk. Vous avez d'autres questions? Monsieur Soro, vous avez la parole. Merci, modératrice, pour la parole. Merci également au conférencier pour sa conférence. C'est Philippe. De la fédération. Est-ce que c'est Philippe? Pour apporter un éclairci par rapport au casier judiciaire, précisément à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Chez nous, la procédure est un peu différente. C'est-à-dire que pour le casier judiciaire, une fois le casier obtenu au ministère de la Justice, au tribunal, on apporte le casier judiciaire au ministère de la Justice, à la direction des affaires civiles et pénales pour une légalisation. Une fois affaires civiles et pénales? Oui, à la direction des affaires civiles et pénales, la DACP en Côte d'Ivoire. Ah, oui. Une fois le casier légalisé à la direction des affaires civiles et pénales, on l'envoie maintenant au ministère des Affaires étrangères. Et c'est suite à cette légalisation au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Oui, après le Minerex de Côte d'Ivoire, c'est où? Oui, on l'achemine maintenant à l'ambassade pour l'authentification également sur le territoire russe avant de l'envoyer au ministère des Affaires étrangères russe. Et c'est fort de toutes ces procédures-là qui nous a permis aussi de pouvoir utiliser la version scannée. Parce que ça suit plusieurs processus, au fait, de reconnaissance. Donc, c'est possible d'utiliser le scan avec, bien sûr, ces deux légalisations à l'ambassade. Donc, je pense que c'est la même chose que le président tout à l'heure a essayé de mentionner. Je pense que c'est le même procédé qu'il a énuméré, qu'il vient de recevoir une information le concernant ça. Donc, c'est bien encore de le mentionner. Maintenant, là où j'aimerais bien que quelqu'un vérifie dans vos canaux, c'est au niveau du scan. Vous voyez, c'est au niveau du scan parce que... J'ai eu à faire cette même procédure, j'ai utilisé le scan et j'ai déjà déposé mes papiers aussi. Non, moi, je retire... Est-ce qu'ils ont pris? Ils ont bien pris. D'accord, ça veut donc dire que... Non, s'ils ont pris, parce que moi, j'en connais certains qui ont fait du scan, on a refusé. Donc, c'est dans quelle ville? Je suis à Tambov. Ah, voilà. Donc, on peut dire à certains frères aussi qu'il y a le scan qu'on dit qu'on a pris, dont une autre personne va essayer. Bon, ça, c'est un truc... je ne sais pas, vous voyez. Quand je dis je ne sais pas, c'est ma première fois aussi d'écouter, mais aussi on apprend tous les jours. Donc du coup, moi aussi, j'ai gagné que en fédération en Côte d'Ivoire, on peut utiliser le scan. Maintenant, moi-même, je vais le vérifier et je pense que je vais soumettre cela à... Je pense que je vais soumettre une information sur ça. Parce que soit demain ou cette nuit, je vais le vérifier rapidement. Parce que à l'ambassade, lorsqu'on apporte le casier judiciaire, il rédige au fait un modèle avec toutes les confirmations. Du coup, la question du scan n'est plus vraiment trop mise en cause. Au fait, c'est un peu pour ça. D'accord. Merci. Ah, il rédige un nouveau modèle. Bien sûr. Ah, je vois. Je sais que c'était le même document. D'accord. Je pense que ça passe. Donc, peut-être, vous allez peut-être barrer votre nom. Je ne sais pas. Il faut un peu que vous me montrez un peu le modèle. Là. Ça veut dire que ça passe. Ça veut dire que ça passe. Il rédige un nouveau modèle.
s'ils rédigent un nouveau modèle qui est différent de celui que vous avez pris au tribunal, ça passe. Mais c'est une histoire de numéro, en fait. Donc, non, parce que pour d'autres pays, c'est le même modèle qui est utilisé. On met des cachets seulement. C'est pour ça que quand vous arrivez avec, vous venez avec le scan, il refuse. Je prends par exemple le cas du Sénégal. Je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal, tous les documents, c'est-à-dire même si c'est que votre coépouse ou bien votre femme en fédération vous invite, tant que vous n'avez pas l'original, je prends, peu importe le document, il faut l'original en fait pour les Sénégalais. D'accord, merci M. Soro pour l'information. M. Anderson, Yorick Anderson, vous avez la parole. Oui, ma question c'est juste à titre de curiosité, hein. C'est rien de pertinent. C'était juste pour savoir à quoi ressemble réellement, si vous avez une idée, de ce RVPO en question. C'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que vous allez m'excuser. Ouais, je suis juste en déplacement. Voilà. J'avais prévu le faire dans la machine, que quand je parle comme ça, je présente le document de quoi il s'agit. Maintenant, je pense que on va envoyer ça dans vos différents canaux de communication. Si vous aviez, je vais envoyer un exemplaire du RVPO pour présenter comment ça se présente. Et si possible aussi même présenter comment Zalvenia, c'est-à-dire le formulaire de remplissage, comment ça se présente. Parce que je l'avais prévu et je n'ai pas fait ce que j'ai prévu quand même. D'accord, merci bien. Mademoiselle Blé, vous êtes active. Je peux poser votre question. Blé, Jack. Hi. D'accord. En fait, j'aimerais demander à notre conférencier. Oui. Une question, s'il vous plaît. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle Blé va poser sa question et puis après, je vais vous reprendre. S'il vous plaît. Ok. Merci. J'aimerais demander aux conférenciers, le fait qu'on ait dit que notre ambassade acceptait qu'on puisse leur envoyer le scan. J'aimerais savoir, à eux, leur niveau là-bas dans les autres pays, bon, l'ambassade des autres pays ici, eux, ils n'acceptent pas le scan des Non, je prends, comme j'ai dit, par exemple, je prends le cadre de la Côte d'Ivoire ou je prends le cadre du Gabon que je connais très bien. Le scan n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que le document, comment il se présente? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Ils vont dans leur ambassade, c'est-à-dire ils vont, on appelle ça quoi? Au tribunal dans leur pays. Ils font le casier judiciaire. Une fois qu'ils ont fait le casier judiciaire, ils ne vont même pas au Minerex. C'est-à-dire, Minerex, c'est... Les différents ministères et autres. Non, ils ne vont pas. C'est la seule chose qu'ils vont dans les différents ministères, c'est leur diplôme. Ah, c'est triste. Ouais. Ils vont directement avec ça à l'ambassade de la Russie parce que il faut aussi savoir quelque chose. Il y a beaucoup de législation. C'est vrai que ça, c'est un autre petit truc pour revenir. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est qu'il y a des pays toujours en Afrique, concernant même les diplômes, que l'État russe reconnaît directement le diplôme, que vous n'avez pas besoin de traduire, de certifier, de passer dans les ambassades, en fait, pour pouvoir vous inscrire dans une université. Donc, il y a ça. Donc, pour dire quoi, je prends le cadre du Cameroun. Il y a le Cameroun, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a certains pays. Mais presque tous les pays maghrébiens, là, on leur demande toujours de faire passer ça ici au Express Center. Soit à Moscou, vous entendez, ceux qui ont fait pas de fac, ils vont toujours voir ces petits. On va toujours dire, il faut que vous faites l'équivalence. On appelle ça l'équivalence. Donc, il y a certains pays en Afrique qui, en Fédération de Russie, n'ont pas besoin de certifier pour dire que c'est l'original. Tant qu'ils ont passé ça dans leur ministère, là-bas, ils n'ont pas besoin de faire l'équivalent. Maintenant, pour revenir à vous, c'est pour dire qu'il y a certains... comment ça se passe dans d'autres pays? Comme je dis, passer au tribunal, une fois passé au tribunal, directement à l'ambassade de la Russie, de leur pays. Dès que l'ambassade de la Russie a mis le cachet, ils font monter ça à l'ambassade de la Russie ici. On fait la postille de ça. C'est-à-dire l'ambassade de leur pays ici. Dès qu'on a fait la postille de ça, le document est valide, c'est bon. D'accord.
C'est tout, Mademoiselle Blé? Oui, je pense. D'accord. Excusez-moi, Monsieur Nda, je vais prendre la question de Camille Ami. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Alhamdulillah, bien aussi. D'accord. Donc, j'en ai deux questions. Oui, la première. La première question, une fois que les dépôts de RVP est déjà passé, donc tu vas attendre combien de temps pour qu'on te confirme que tu as déjà réussi? C'est entre 4, j'espère que tu me suis, c'est entre 4 et 6 mois. Tu es dans l'équivalent de 4 et 6 mois, oui. D'abord, ils vont te mettre les cachets que tu as les RVP, c'est ça? Non, ils vont te donner un papier comme on appelle le SPRAFCA. C'est-à-dire que comme un reçu, s'il faut dire ça en français. Non, je n'ai pas compris. Ma question, par exemple, comme tu as déjà tout déposé, et donc ça prend combien de temps pour qu'on va te mettre les cachets que tu as déjà les RVPO? C'est ça que je suis en train de dire. Une fois que vous avez déposé, je ne sais pas comment vous appelez, une fois que vous avez déposé, vous déposez, on vous donne un SPRAFCA. Une SPRAFCA est une attestation que vous avez déposé vos documents et que vos documents sont en cours. Maintenant, dans le SPRAFCA qu'on vous a donné, ça veut dire que monsieur, je ne sais pas comment vous appelez, SPRAFCA, machin, tout ça, RVPO. Donc, on dit sur ça, la date que vous avez déposée et on vous donne le temps sur ça que vous allez même récupérer. C'est-à-dire, on vous dit, c'est l'intervalle, on met l'intervalle. C'est pour ça que j'ai dit entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois. Oui. Ok, j'ai compris. Et la deuxième question, je suppose, après, en tout cas, entre RVP et RVP, qui est le meilleur? Dans un document. Oui, c'est juste qu'après avoir que tu as terminé, je ne voulais pas qu'encore ça va se couper ou bien quoi, je vais dire. D'accord. Bien, moi, on m'a appris que dans les documents, il faut tout avoir. Donc, le meilleur, c'est d'abord d'avoir tout. Maintenant, la sûreté, c'est aussi quelque chose. On ne va pas confondre. Les deux documents n'ont pas de traits. Il n'y a pas, c'est juste un canot parce que quand on entre dans le RVP, si on dit maintenant que quels sont ceux qui peuvent avoir le RVP, c'est le champ n'est plus que non, il faut être étudiant, il faut être étudiant en temps plein, on n'est plus là-bas, on est dans l'universalité. Ça, c'est la première des choses, ça veut dire qu'on est dans tout le monde. Et là, c'est autre chose. Donc, je me dis que si je dois te conseiller de faire quelque chose, je vais te dire fais les deux. Maintenant, si l'autre sujet d'aujourd'hui était ça, j'allais te donner d'autres notions sur ça, en fait. Non, les deux même, c'est possible. Bien sûr, les deux, c'est possible, mais l'un va annuler l'autre. Non, je voulais l'un des, mais je voulais celui qui est meilleur. Par exemple, comme vous avez dit en haut, d'accord, si vous voulez celui qui est meilleur pour couper court, il faut faire le RVP. Si vous avez la capacité ou la possibilité ou l'aimabilité, vous faites le RVP. Excusez-moi, quels sont les documents pour le RVP et quels sont les documents pour le RVPO? Vous avez vu pourquoi je dis c'est une autre notion. Parce que si je vais entrer dans ça, je ne sais pas si le président peut me le dire, j'ouvre peut-être une notion de ça. Parce qu'on ne m'a pas demandé de le faire. Bon, Monsieur Camille Amit, notre conférence aujourd'hui, ça se passe sur le RVPO, qui est différent du RVP. Mais comme le conférencier l'a dit, si on nous donne du temps, peut-être on va parler de ça, ou soit peut-être dans une autre conférence, nous allons... Donc, je peux vous en débattre. Parce que pour vous dire, pour vous dire, pour l'obtention du RVP, je suis obligé de faire une consultation générale de vos documents. C'est-à-dire que vous voulez déposer sur quoi? Par mariage, par enfant, sur quoi? Sur quelle base? Ça a beaucoup de conditions. Vous comprenez? Je comprends. Ok, ma dernière question, par exemple,
une fois que tu as déjà terminé l'université. Oui. Donc, combien de temps faut que tu quittes les pays ici là, ou bien combien de temps qu'ils vont couper, en tout cas, c'est facile. D'accord. Non, d'accord. Une fois que ça veut dire que tu n'étais pas à l'écoute, comme je dis, une fois que tu termines l'université, tu te rends toi-même dans ton service d'immigration. Tu as ça, tu dis, ah bon, moi j'ai terminé mes études, tu leur montres le diplôme. Ils vont te mettre 6 mois de visa. 6 mois de visa. Le temps qu'ils te mettent ce visa, ils vont te ils vont te donner le RVP que tu parles là. Ils vont te le donner parce que tu as déjà le RVPO. Ils vont te donner le permis de résidence temporaire. Maintenant, les temps qu'ils te donnent là, c'est pour que tu trouves le travail, c'est pour que tu trouves le travail, une maison, tu fasses les documents pour payer les impôts. Une fois que tu viens leur soumettre les documents, ils prolongent ton RVP. Tu deviens un résidentiel temporaire. Maintenant, pour continuer, une fois que tu as fait 2 ans de service, c'est pour ça que j'ai dit c'est d'autres notions. 2 ans de service, tu peux maintenant déposer avec les factures que tu payes, les impôts, tout ça pour obtenir le VNG. Le VNG. Ok, j'ai compris. Et une fois plus que tu as, par exemple, comme tu as déjà obtenu les Krasny diplômes, avec ça, tu peux facilement avoir les passeports russes ou bien... Non, il n'y a pas de facilement. La loi stipule que si tu as le Krasny diplôme, tu peux avoir le passeport russe. Il n'y a pas de facilement. Ce n'est pas... C'est un choix. Parce que l'université, bon, ça c'est les lois, que tu as du talent, c'est un choix. Ça dépend maintenant de toi. Ok, je comprends. Ok, merci beaucoup. D'accord. Merci, M. Camille. M. Jacques, vous avez la parole. Il faut dire merci à votre président. Hein. J'espère que vous allez le dire ici à la fin. On lui dit toujours merci. C'est pour ça qu'il est président. Ok, continuez, frère. Moi, je voulais juste dire, quand j'avais entendu le frère Soro interviewer par rapport au casier judiciaire qui allait à l'ambassade d'abord, je crois fortement que c'est normal qu'on puisse envoyer aussi le casier judiciaire par scan, vu que l'ambassade même garde le casier judiciaire et eux, maintenant, ils font le certificat de non-condamnation pénale. C'est ça maintenant qui nous donne pour venir dans nos différents centres d'immigration pour faire la procédure. Mais ce qui est un peu ambigu chez nous ici, je crois que l'entête, vu que c'est les Russes qui doivent comprendre, au fait, et l'ambassade traduit uniquement bon, ils ne traduisent pas, vu que tu peux traduire et après tu ramènes encore pour qu'eux-mêmes ils signent encore. C'est le corps seulement qui traduisent. Et l'entête, ils ne traduisent pas. C'est-à-dire l'ambassade de la Côte d'Ivoire, l'entête là, ça reste, le logo reste, tout ça. Donc, quand tu viens déposer à Belgrade le certificat de non-condamnation pénale, ils te disent encore de partir et traduire l'entête. Que c'est le corps seulement, ils comprennent. L'entête et la signature, tout ça, ils ne comprennent pas. Vous voyez. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe aussi dans d'autres villes. Vu que vous dites que ce n'est pas sur le casier judiciaire seulement. Genre, c'est le casier judiciaire, il y a tous les cachets dessus, tout et tout. Mais nous, pour nous, quand on envoie même l'original, l'ambassade garde ça, ils prennent ça et ils font maintenant la rédaction que M. Soro avait dit là. Mais l'entête là, si c'est possible aussi de traduire aussi tout ça, je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui font ça aussi. Hein. Mais si c'est possible de traduire l'entête aussi, bon. Je crois que nous, on va essayer de parler de ça en aparté. Avec M. Soro, bien sûr. D'accord. Bon, c'est juste, je pense que c'est juste lui, il en a énuméré. Je pense que ça revient toujours. Oui, je pense que ce que M. Soro a énuméré tout à l'heure, ça revient à la même problématique que le président vient de soulever ça tout à l'heure.
qu'il a de l'information qui est comment dirais-je, une procédure simplifiée sur ça. Donc, il a dit, M. Soro a dit qu'il a eu à le faire. Donc, pourquoi je le dis, quand quelqu'un a déjà eu à le faire, c'est plus facile parce que la législation de quelque chose, quand vous avez déjà eu à le faire, ça veut dire qu'une personne va appliquer. Maintenant, la Russie que je connais, on peut appliquer, mais ce ne marche pas, ce n'est pas toujours ça. C'est-à-dire, quelqu'un va venir dire que moi, je suis parti là-bas, on m'a refusé, je suis parti parce que ce n'est pas toujours ça, en fait. Ce n'est pas toujours exact. Mais pour dire quoi, pour répondre sur ça, c'est déjà, je pense que sur ce document, l'idée, elle est déjà. Le chemin, il est déjà, comme on le dit souvent. Et ce qui a lieu juste de faire, c'est de savoir là où il y a cet ambigu. Et je pense pas que c'est tellement un problème. Et le problème qui se pose souvent, c'est de savoir si vous êtes d'abord, parce qu'il a numéré quelque chose que je ne savais pas, c'est-à-dire on remplit un nouveau document, parce que si on le fait, je pense que le scan peut passer. Je pense que le scan peut passer. Maintenant, si on ne le fait pas, parce que dans d'autres pays, c'est le même document que vous fournissez. On met juste c'est un peu comme ceux qui font les certificats de mariage. C'est vrai que le certificat de mariage est différent parce qu'il y a l'extrait de publication, tout ça. Mais c'est un document que on le met juste des cachets, l'ambassade de différents pays tournés, mais le sien derrière, un peu comme le diplôme en fait. Donc c'est un peu ça. Ok, merci très cher conférencier. Ça fait vraiment plaisir d'avoir échangé avec vous et on a tellement appris aujourd'hui et moi-même j'ai vraiment aimé la conférence. Merci beaucoup à vous. Nous sommes déjà presque à la fin. Il y a le secrétaire aux affaires académiques qui aimerait passer une information. Merci très. Ça fait vraiment plaisir. D'accord. Bon, moi je vais dire un truc, je vais partir, c'est ça, non? Je vais vous laisser dans vos choses. Je voulais dire vraiment, ça me touche beaucoup parce que je sais pas, peut-être il peut y avoir même certains qui savent dans quoi je fais. Et tout ce que je peux dire à mes frères, ne cherchez jamais, essayez toujours à vous régulariser en fédération, essayez toujours de ne jamais faire comme si vous oubliez les lois de ce pays, vous oubliez là où vous êtes. Nous sommes ici et essayez toujours de vous renseigner. Je pense que le dynamisme ou la façon dont je ne connais pas exactement comment l'association ivoirienne fonctionne, mais si elle engage des initiatives comme ça, je peux vous rassurer à 100% que c'est positif. Donc, mon soutien, comme on le dit souvent, il est inconditionnel sur ce genre de choses et je vous dis encore merci aussi pour l'écoute et vraiment, Président, courage à toi. Je ne savais déjà pas, mais c'est aussi bien, comme on dit, les montagnes se rencontrent toujours quelque part. Bon, seules les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes aussi, c'est ça. Donc, vraiment, bonne soirée à tout le monde et vraiment, merci pour l'écoute et le partage parce que moi aussi, j'ai appris beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Et merci, j'espère qu'on va vous revoir bientôt pour parler du RVP et du PNG. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à vous. Le secrétaire aux affaires académiques, vous pouvez passer votre information, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bon, je voulais remercier le conférencier, mais bon, il est parti. C'est que le secrétariat académique, en fait, va bientôt lancer, en fait, le grand jeu QI. Mais pour ce faire, on a décidé de lancer un jeu d'échauffement qui se fera, en fait, entre le bureau et les membres du CDP. Voilà. Donc, ça serait un jeu d'échauffement pour inciter, en fait, tous les autres membres de communauté à venir participer au grand jeu QI qui, bon, on n'a pas encore déterminé la date, mais bon, voilà, on attend les inscriptions de tous après le jeu d'échauffement. Voilà, ok, s'il vous plaît, désolée, mademoiselle, vous pouvez vous présenter. Excusez-moi, je suis mademoiselle Ba Manuela, secrétaire principale aux affaires académiques. Merci. Ok, voilà, c'est tout. Les membres du bureau, s'il vous plaît, contactez-nous, vous allez vous présenter pour le jeu. Et les membres du CDP aussi, on va envoyer une information pour que tout le monde puisse se présenter pour le jeu. Merci, c'est tout. D'accord, merci à tout un chacun de vous. Je pense que notre conférence est déjà à sa fin.
Merci et à une prochaine. Ok, au revoir. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Merci pour votre présence. Allons faire Gbéré sur Insta. Il y a Gbéré sur Insta. Là-bas, si on peut parler de RVPO. J'ai fait Nagadef. Kamis Hamid, il est parti.